pour l'instant du pass vaccinal, est-ce qu'il a encore son utilité? C'est une question qu'il faut poser tout simplement. Mais juste avant, vos questions, vos réflexions sur un petit coup d'œil, non pas dans le rétroviseur, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à intoxiquer? On l'a pas fait beaucoup ici, il faut bien le reconnaître, on a été critiqué pour ça, sur la dramaturgie Omicron. Sophie. Déjà, cette idée, souvent d'ailleurs inconsciente, que vous prenez moins de risques à être alarmiste, publiquement, qu'à être rassurant. Parce que être rassurant, le stade d'après, c'est d'être désinvolte, irresponsable, en fait, toutes sortes de qualificatifs dont j'imagine que le docteur Blachier a été affublé à profusion. Donc, si vous dites attention, ça va être très dur, et puis les soignants qui sont déjà sous pression, vous vous rendez compte, ça va être affreux, ils vont pas y arriver, l'hôpital va être engorgé, etc. Qu'est-ce que vous risquez au pire? D'avoir été un peu trop précautionneux? Qui? C'est pas très grave. Mais qui passera en procès public pour avoir été trop précautionneux? Alors que à l'inverse, en Russie, on vend attention, ça arrive, c'est dangereux. Mais Martin, je voulais simplement votre réaction avant de vous donner la parole, Louis, sur la première partie de ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire c'est dans le rôle des médecins finalement de prévoir le pire. Non, pas des médecins de santé publique, en tout cas. C'est-à-dire qu'un médecin, effectivement, qui est au lit du malade, lui, il est biaisé, il ne voit que les cas les pires, donc il n'a pas de vision d'ensemble. Beaucoup de médecins qui n'ont pas cette vision d'ensemble ont voulu aller sur ce champ-là et ont voulu s'exprimer sur des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Au lieu de dire je ne sais pas, c'est vrai qu'ils ont un peu péché souvent par orgueil en disant que même souvent j'ai été contredit par des gens qui ne savent même pas faire un test statistique. Donc c'est là que c'était le reste. Après, juste sur l'autre chose qui a été dite, c'est qu'on a péché par excès d'optimisme. Non, je suis pas du tout ans avec ça. Il y a aucune Depuis 2 ans, dit Nicolas. Non, mais il y a aucune des vagues épidémiques qui est arrivée parce qu'on a péché par optimisme. Je veux dire. La deuxième, je me souviens parfaitement. La deuxième, qu'aurait-il fallu faire? Vous auriez voulu confiner le pays en préventif? On l'a fait après. Et en plus, on ne savait pas, puisqu'il y a eu un effet saisonnier qu'on n'avait absolument pas prédit. On a déjà raconté cette histoire. Donc après, on n'a pas péché par optimisme, plutôt que l'action française a été de agir quand les choses arrivaient, et je pense qu'on a évité le pire qui aurait été d'aller vers sa stratégie zéro Covid, qui aurait été une catastrophe, mais on aura du temps d'analyser ces phénomènes-là. Louis, votre sentiment là-dessus ou on passe au pass vaccinal? Non, moi je trouve que c'est intéressant parce que moi j'ai beaucoup apprécié cet optimisme documenté. C'est-à-dire qu'il y a l'optimisme un peu BA qui n'est pas forcément très intelligent. Et là, à chaque fois, effectivement, il y avait surtout Martin Blachier et vous, David, toutes les semaines, on avait quand même des courbes, des graphiques. Moi, je vous cache pas qu'au début, je rêvais de pouvoir vous croire, mais au fond de moi, je me disais est-ce que vraiment ça va se produire de cette manière-là? Et finalement, effectivement, je trouve qu'on a sans doute fait un petit peu trop. Et ensuite, il y a une deuxième chose, moi, qui m'a fait. Il y a eu un moment où j'ai basculé dans l'optimisme, pour le coup, réel. C'est à partir du moment où les équipes d'Emmanuel Macron ont commencé à faire savoir que le président, dans 15 jours, 3 semaines, prévoit de déclarer sa candidature ou prévoit de se mettre en marche c'est le cas de le dire, pour sa campagne présidentielle. Et tout d'un coup, j'observais la coulisse de cette mise en marche de la campagne présidentielle. Je me suis dit, c'est impossible que le président fasse ça si réellement il avait des données qui étaient alarmistes ou extrêmement inquiétantes. Donc je me suis dit, tiens, c'est... Vous voyez les déroulants en bas de votre écran, 298 morts par exemple ces dernières 24 heures. Donc ça, on est en dehors de la vague Omicron. La vague Delta, qui est aujourd'hui clairement sur la pente descendante, il y a une pente douce descendante depuis un mois et demi, mais là la baisse s'accentue avec l'effet de retard, parce que ce variant Delta était à peu près similaire à ce qu'on avait connu avant, le variant Beta, le variant Alpha. Avec ce variant Delta, on voit des personnes au bout de 3 semaines, 1 mois en réanimation, et puis une partie de ces personnes en réanimation vont perdre la vie, et notamment les personnes âgées. Donc ça, c'est ce qui explique encore les chiffres difficiles à encaisser, mais qui n'ont pas à voir avec la vague Omicron. Et c'est ça qui est important. Et c'est bien sur cette vague Omicron, parce qu'elle a eu des niveaux de contamination très élevés, qui a alimenté ce discours de peur depuis un mois. Question que j'ai envie de poser très brève à Martin Blachier. Il se trouve que ce soir, les chiffres, c'est la première fois depuis 4 ou 5 jours, je crois. Les chiffres, c'est plus 61 personnes en soins critiques,
pour la première fois, c'est pas un moins depuis 4-5 jours, et plus 889 personnes hospitalisées. Là, on se dit, aujourd'hui, on a beaucoup d'Omicron. Le Delta était quand même s'il était présent, il était quand même déclinant. Donc, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet du lundi qui est lié? C'est ce que m'a répondu un de vos confrères une fois. Elle m'a dit, le lundi, il y a plus d'admissions à l'hôpital parce que c'est un peu idiot, mais pour 1000 raisons, il y en a qui... Ou est-ce que ça contredit cette phase optimiste à laquelle on assiste? Et là, nouveau débat, tout s'inverse. C'est le débat sans fin. Il y a deux choses assez différentes qui sont les hospitalisations en soins critiques. Les hospitalisations en soins critiques, c'est vrai que le faire au jour le jour, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut regarder la tendance. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui font les graphiques lissent sur plusieurs jours. On a une tendance qui est soit sur un plateau avant que ça redescende, et en plus les admissions soins critiques sont jamais quelque chose qui descend très brutalement. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en Angleterre et au Danemark. Après, sur les hospitalisations, il y a aussi un phénomène qui sont ces fameux cas importés, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés et qui sont PCR positifs, et ça, il peut y avoir une certaine fluctuation. Et en plus, les hospitalisations, on s'attend qu'elles continuent de monter. On a dit que l'Omicron pouvait entraîner un certain nombre d'hospitalisations, dont je rappelle la moitié font moins d'une seule journée. Donc on parle quand même d'hospitalisations qui sont sur des cas assez peu sévères. Et ça n'a pas encore baissé, les hospitalisations. Ce ne sont que les soins critiques qui, pour l'instant, baissent. C'est vrai que l'utilité, c'est-à-dire les soins critiques et la réanimation, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que quand on parle de la réanimation, on parle des 5000 ou 6000 lits, ce sont des gens qui sont intubés dans des soins extrêmement lourds. Les soins critiques, on a 20 000 places en France. Et à partir du moment où vous avez des lunettes à oxygène, vous pouvez être placé en soins critiques. En plus, parfois, vous mettez les gens en soins critiques, parfois, vous les mettez en hospitalisation conventionnelle selon la façon dont l'hôpital est organisé. Donc ça peut aussi un petit peu varier. Mais en tout cas, c'est vrai que sur la réanimation pure, Omicron a eu quasiment aucun impact. 1 minute chacun. Ce vaccinal arrive trop tard. Écoutez, 2 voix de la majorité. Pour elle, non, le pass vaccinal, il est toujours nécessaire. Stanislas Guerini, Christophe Castaner. On a d'abord besoin du pass vaccinal et il a eu des impacts sur le vaccin. La semaine dernière, 200 000 personnes se sont primo-vaccinées, ont fait leur première dose. Ça, c'est exactement l'impact du pass vaccinal. Et puis, on voit bien qu'on a besoin, quand il y a des variants dans cette épidémie, d'avoir des outils qui soient prêts pour la crise. La situation sanitaire aujourd'hui, même si on connaît une légère amélioration, implique que nous nous armions et que nous combattions le virus. C'est ce que nous faisons. Par précaution, même si le virus disparaît un temps, il vaut mieux continuer pour que tout le monde soit vacciné au cas où il revient. Je pense que Christophe Castaner n'a pas plus de compétences médicales et épidémiologiques que moi. Voilà, donc je suis très pratique. Je pense que la politique a ses règles et que si on peut lever ce pass vaccinal, il sera levé. Et vous, Sophie ? J'espère. Parce que c'est que moi je trouve que le pass vaccinal, quand il va être en vigueur, c'est-à-dire très bientôt, à la fin de cette semaine, docteur Blachier, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait arrêter de tester ? Parce qu'on ne teste pas les rhumes, par exemple. Bien sûr. Si on arrêtait de tester, on ferait quand même de sérieuses économies. Il y a des tas de crises de nerfs devant les laboratoires qui seraient évitées, etc. À quoi ça va continuer à servir de tester quand on aura un pass vaccinal ? Bien sûr qu'il faudra arrêter de tester, ça n'a aucun sens. On a dépensé en janvier, je crois, 1,7 milliard pour tester les gens, donc ça n'a aucun sens. Ça n'a pas freiné les contaminations, ça nous a servi quasiment à rien. Donc c'est un sujet à 20 milliards d'euros par an, quand même. Un sujet à 1 milliard d'euros par mois, en tout cas, pour le mois de décembre. 1,7. Donc on est presque à 20 milliards. Si on continue, on est à 20 milliards d'euros par an. Ça mérite de riche, on va pas continuer. Le pass vaccinal, ça mérite d'en parler. Non, mais le pass vaccinal, c'est pas un outil de santé publique, donc c'est pas un outil qu'on va pouvoir utiliser à moyen terme, parce qu'il y a quand même y avoir les rappels d'avant l'hiver prochain qui vont être un sujet, mais on va pas pouvoir vivre jusqu'à l'hiver prochain avec le pass vaccinal, donc il va falloir l'abandonner. Je pense que le pass vaccinal était une erreur sur le plan scientifique parce qu'il arrivait beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, Stanislas Guerini se trompe quand il dit que ça nous a permis de faire 200 000 primo-vaccinants. C'est essentiellement des vaccinations d'adolescents et de jeunes adultes. Donc ça nous a servi strictement à rien, puisqu'en plus c'est une vaccination où l'efficacité sur la contamination baisse au bout de quelques semaines. Donc ça n'a servi à rien. Et je pense que ça va coûter politiquement à Emmanuel Macron. Je vois pas comment ça peut être différent. C'est-à-dire que en plus, il y a quand même eu ce petit dérapage qu'il a eu sur j'emmerde les non-vaccinés. Donc je pense que c'était très mauvais. Et je pense qu'ils auraient dû renoncer à ce pass vaccinal. Et là, ça va être un petit peu ridicule, parce que c'est vrai que quand les courbes vont diminuer, et surtout quand tous les pays autour de nous vont faire sauter leur pass les uns après les autres, comment on va pouvoir le garder en France à montrer ce pass partout? Donc je pense qu'ils se sont mis un boulet au pied avec ce pass vaccinal, et qu'ils auront beau se tordre dans tous les sens, ils auront du mal à justifier que c'était un super coup et qu'ils ont rendu service au pays avec ça. En quelques mots, donc, c'est effectivement un
quasi-consensus qui se dessine désormais, Baptiste. Oui, c'est frappant, cette thèse est de plus en plus partagée, et notamment par le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste numéro 2 du Conseil scientifique, qui estime que Omicron devrait signifier la fin de l'épidémie telle qu'on la connaît. Écoutez-le. À chaque épidémie qu'on a connue avec des variants différents, on a renforcé notre immunité, que ce soit par infection avec ce variant ou par vaccination. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des couches d'immunité, on se protège de mieux en mieux contre les formes graves. Et c'est ça qui fera qu'à terme, on aura une circulation du variant X ou Y dans les mois ou années qui viennent, qui donnera des rhumes et des angines, ce que l'on voit avec les 4 autres coronavirus saisonniers qui nous donnent chaque automne, chaque hiver, des rhumes et des angines. Mais on l'espère, on ne verra plus de formes graves. Donc le virus ne va pas dire... Comme à Martin, parce que ceux qui ont dit la vérité les plus tôt, on peut les saluer, voilà, tout simplement. Et ceux qui ont eu le cran de le dire aussi d'une certaine manière, ce que vous perceviez, encore une fois, c'est pas le doigt mouillé, vous êtes des scientifiques, enfin vous êtes des médecins, mais dans la prévision, ça a quelque chose de scientifique quand on se base sur des données précises. Merci à vous aussi pour ça, Philippe Frogel. Un dernier mot, Martin, là-dessus. C'est pas directement votre rayon, la virologie, et puis, mais vous y croyez, pardon, pour poser la question aussi de façon aussi candide, vous y croyez à la fin de la début de l'épidémie, il y avait des universités américaines qui avaient sorti des papiers qui disaient ça, c'est-à-dire que c'était l'arrivée en fait d'un coronavirus dans une population tout à fait vierge qui allait avoir besoin de construire son immunité. Donc on a pu accélérer cette immunité avec un certain nombre de vaccins, mais il semble qu'on y soit. Donc même si cette immunité diminue un petit peu avec le temps, ça n'a rien à voir avec une population qui est totalement vierge. Et je pense effectivement que ça va aller sur soit une grippe, soit un gros rhume, mais que certaines souches vont se décaler un petit peu par rapport à cette immunité et donc probablement pouvoir recirculer. Mais il restera une immunité suffisante pour que l'impact soit relativement faible et qu'il n'ait rien à voir avec les vagues précédentes qu'on a connues, qui étaient des vagues qui circulaient encore dans une population qui n'était absolument pas immunisée et qui donc faisait du mal à chaque fois. Je me souviens au tout début, on avait dit Omicron circule énormément chez les gens qui sont déjà vaccinés. Ça faisait hurler parce que les gens disaient mais oh là là, vous vous rendez compte ce que vous dites des choses qui sont défavorables au vaccin. Mais en fait, pas du tout. C'est justement, on a réussi à s'immuniser, ces souches se décalent et circulent quand même, mais elles font moins de mal parce qu'elles ont dû se décaler, parce qu'on est immunisé. Vous voyez, c'est une espèce de spirale qui continue. C'est-à-dire qu'il faut accepter la circulation du virus. Ça, c'est ce qu'on a compris assez vite. Et c'est une circulation qui est un peu indolore parce qu'il y a la vaccination et que les précédentes sont déjà passées. Donc ce cycle initial de l'épidémie, on l'a passé. Ça nous a coûté très cher, ce qui va nous permettre maintenant de vivre avec le virus. Merci beaucoup, Marc.